Le grand reportage. Le grand reportage. Au-delà de l'actualité, des témoignages poignants, des personnes atypiques, des phénomènes exceptionnels. Radio Côte d'Ivoire vous propose chaque samedi à 6h30 le grand reportage. Rediffusion après le journal de 19h. Le grand reportage, l'actualité se prolonge sur Radio Côte d'Ivoire. Le corps couvert de vêtements vieux et déchirés, alourdi par la crasse. Difficile de ne pas remarquer ces êtres errés comme des âmes en peine dans les rues de Mans, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ce mardi, une fine pluie couvre d'un manteau de fraîcheur la cité des montagnes. 5 minutes à se faufiler entre ces ruelles et nous voici devant les ruines d'une ancienne fondation. Un jeune homme, la trentaine révolue, est assis à même le sol. Ses habits, colorés par la sueur et la poussière, et un sachet plastique en guise de bracelet. Sous les remparts d'édifices du marché local, quelques-uns, le regard vide, lèvent péniblement leur corps pour quémander auprès des passants de quoi manger. À défaut de l'aumône, ces malheureux compteront sur la bienveillance des tenancières de restaurants de rue ou se rabattront sur des poubelles pour s'approvisionner. Mais dans un petit village de l'ouest montagneux, les habitants ont décidé d'être des fous de la charité en offrant espoir et bienveillance envers ces considérés à la fois comme des misérables et des damnés de la terre, parfois privés de liberté, abandonnés à leur triste sort. Nous allons à la découverte d'un établissement psychiatrique qui accueille des malades venus de toute la Côte d'Ivoire, une sorte d'arche de Noé où sont repêchés ces naufragés que la société laisse bien souvent sombrer sans lever le petit doigt. C'est à 600 km d'Abidjan, plusieurs heures de route et de piste sont nécessaires pour s'y rendre, un endroit unique en son genre, près de la frontière du Libéria. Il est 7h ce mercredi. Le soleil commence à distiller ses rayons sur les Diapleux, deux hameaux qui se font face le long de la piste pour n'en faire qu'un. La colline de l'école surplombe une grande clairière. À l'entrée du village, une pancarte murale sur laquelle l'on peut lire « Centre d'accueil Victor Wally ». Plus qu'une centaine de mètres à parcourir et des cases en tuiles ayant jailli de nulle part, donnant libre circulation d'une cour à l'autre. C'est bien ici le dispensaire qui essaie de calmer les tempêtes psychiques. Depuis 1996, le centre d'accueil Victor Wally a ouvert ses portes dans ce village de près de 2000 habitants. Il est construit comme un quartier traditionnel sur le trajet de la pompe à eau du village. Des fleurs et des arbres enveloppent cet endroit qui respire la tranquillité. En ce début de journée, nous assistons au balai incessant des enfants traversant le centre sans en être inquiétés. Ils tiennent en main des bidons et se dirigent à la pompe, accompagnés par le chant des oiseaux. Nous entrons dans une pièce au mur tapissée de fiches d'activités quotidiennes et des noms de pensionnaires montrant plusieurs années d'engagement en faveur des malades mentaux. C'est le bureau d'Alex Bichon, l'actuel responsable de l'ONG en charge du centre Victor Wally. Le jeune infirmier diplômé et fils du village, il a décidé de donner de l'amour fou à ceux qu'on appelle communément fous. Ici, malades et villageois cohabitent. Il n'y a ni clôture, ni barrière qui les sépare. Une méthode thérapeutique pour ne pas que les malades se sentent exclus. Quelqu'un qui vient pour des soins, par exemple, qui quitte à Abidjan, qui est rejeté par tout le monde, par la communauté, par ses parents, et puis se retrouve encore dans un coin qui est fermé. Pourtant, lui-même, il est déjà renfermé sur lui-même, dans l'esprit. S'il n'est pas en contact permanent avec la population, est-ce que son état de santé là va s'améliorer? C'est pourquoi nous, on a opté de ne pas faire de clôture. La maison d'accueil psychiatrique de Trans-le-Diapleux est le fruit d'une collaboration de longue date entre les psychiatres français de la clinique de la Borde en France et le village. Ces spécialistes ont formé des villageois qui sont désormais des soignants à temps plein. Vous voulez qu'on vous serve quelque chose à boire? Moi, j'étais en train de me faire un thé, mais... Non, ça va. Non, ça va. Vous avez fait bon voyage? Oui, je fais un bon voyage. Le centre porte le nom d'un patient de la clinique décédé il y a plus de 30 ans, d'après l'histoire racontée par Frédéric Drogoul, une des psychiatres françaises qui séjourne depuis quelques semaines dans ce village pour appuyer en formation les soignants.
C'est une formation à plusieurs niveaux. Il y a une formation qu'on pourrait dire clinique de psychiatrie, des symptômes, les maladies, comment ça se traite. Ici, très souvent, c'est plutôt des états aigus. Nous, ici, on leur a appris à travailler avec vraiment des médicaments très simples, ceux qui sont recommandés par l'OMS, et même à des doses encore plus faibles, parce qu'on se rend bien compte que grâce aux autres outils qui viennent de la psychothérapie institutionnelle, et puis aussi des outils qui viennent du village, on n'a pas besoin de taper très fort et d'abrutir les gens. Pour tous les patients, la journée commence à 9h avec un soin assez important. Le Kouamam, qui signifie en Yakuba les nouvelles. C'est une réunion d'échange et de partage qui se tient tous les matins entre soignants, malades et leurs familles, mais aussi un moment de solidarité. 10 minutes avant, un des accompagnateurs sillonne les 20 chambres pour rappeler aux pensionnaires la rencontre quotidienne. Coco, bonjour à vous. S'il vous plaît, apprêtez-vous pour la réunion. Ok, on a compris. Et guettez ma mère, elle est rentrée chez vous. Je dis, elle va prendre photo ici. Bonjour. Alors que certains patients assis devant leur dortoir ont le regard plongé dans leur monde, d'autres engagent une conversation joviale avec nous avant de regagner la Patam, là où se tient la rencontre. Bon, c'est moi, vous avez dit, vous êtes belle, vous êtes très belle. Campbell. C'est moi, je l'ai fait amuser un peu. J'imite le chant de Charlotte Dipenda ici. C'est bien ça. Donc, merci beaucoup. Au cours du Kouamam, chaque malade raconte sa nuit ou même son arrivée au centre. Et donc, qui veut nous donner ces nouvelles ce matin? Campbell. Ce matin, ça va un peu au niveau de ma maladie. Les voix que j'entendais, j'entends plus ces voix. Mais c'est le manque de sommeil qui persiste toujours. Campbell, dès ton arrivée, qu'est-ce que tu faisais? En vent, je ramassais tout ce que je vois pour manger. Les voix me disaient, ramasse ça. Genre, ça me montrait, prends cette feuille, mange. Comme Campbell, Ange, une autre patiente, la vingtaine révolue, a recouvré la santé et doit retourner en famille dans quelques jours. Elle est arrivée il y a 3 semaines mutilée et violente. Ici, ça vaut combien de temps comme ça? Je ne me rappelle pas. Maintenant, Voilà. ta maladie là, Oui. comment ça se passait quand tu étais là-bas? Et puis ta maman t'a amené ici. Je me déshabillais. Genre, je mords des gens comme chien. Je faisais tout ça là. Et puis maman m'attachait. Comment tu vas maintenant? Je vais bien. Moi, je vais parler de Dieu. Non, tu vas parler de toi. Un autre patient, les yeux écarquillés, ne cesse de bavarder au cours de la réunion. Lui, c'est Rodriguez, à peine 20 ans et souffre de troubles psychotiques. C'est la première fois qu'il dit ouvertement ce qui l'a plongé dans cet état chaotique. Quand j'avais mon bac, pendant les 6 mois de vacances là, tellement l'amour d'argent m'a poussé à aller fumer. Fumer quoi? Fumer cigarette et puis la vodie, la sangria forte, je buvais. Et puis le 31 décembre 2021, j'ai touché à la drogue. Quand mon ami partait là-bas, je l'ai suivi. Quand il a fini de tirer, il m'a dit tiens, j'ai pris aussi, j'ai tiré. Et après maintenant, qu'est-ce que Je faisais des dégâts dans la maison de mon père. Le Kouamam auquel nous assistons ce jour est dirigé par Jérôme Oulaï, un des accompagnateurs. La réunion Kouamam, c'est la réunion pour tous les patients, pour demander les nouvelles, qu'est-ce que ne va pas la nuit, vous avez bien dormi. Ça aussi, ça fait soin aussi qu'on donne aux patients, puisque la nuit, il y a d'autres patients qui peuvent dormir, il y a d'autres qui ne dorment pas. Donc quand ils vont expliquer, après on se retire et puis on essaie d'échanger des traitements s'il faut ajouter, s'il faut diminuer. Une fois la rencontre avec les pensionnaires et leurs familles terminée, les soignants se réunissent entre eux pour voir l'évolution de chaque cas. La Edith. Edith, elle était toute propre. Elle est restée pendant toute la réunion. On a fait d'habitude, elle circule. Elle n'entend plus les bruits. Emmanuel Zio, un des prescripteurs, enregistre tous les points faits sur chaque patient. Nous remplissons les fiches de chaque patient selon ce que les parents ont expliqué à la réunion. S'il faut changer de traitement, on le fait. Comment est-ce que vous trouvez le point qui a été fait? Bon, on a une nette évolution, puisque le cas de Rodriguez, qui auparavant n'arrivait pas à critiquer ses troubles, aujourd'hui il a fait. Et donc il y a une nette amélioration. C'est toute une équipe de bons samaritains qui travaillent jour et nuit à redonner du sourire aux malades. Tous sont natifs de Train-le-Diapleux, touchés d'une flamme philanthropique. Le plus jeune d'entre eux se nomme Daniel Bia.
Il prête main forte à l'accueil et aux soins des malades il y a maintenant 3 ans. Un patient qui est énervé, moi je peux aider à encadrer un peu le patient. Côté traitement aussi, si je vais envers les patients, je leur dis clairement que tu as une injection à faire ou mais tiens tes comprimés, tu vas prendre. Pour moi, quand un patient arrive, quelques jours après, il devient comme mon frère parce que la manière on va envers les patients, c'est ce qui fait qu'un patient va avoir confiance en ta parole. Souvent, il y a certains patients qui vont arriver, ils sont agités. On essaie de faire avec et puis quelques temps après, ça passe. Pour comprendre l'origine des troubles de chaque patient, l'équipe initie des activités d'ensemble, un élément important de la thérapie pour aider les malades à se reconstruire. Dans la soirée, on fait le kolokota, qui veut dire en yakuba, main sur la main. Il y a le jeu de société, il y a l'écoute musicale, la promenade, dessin et autres. Par exemple, on dit aux patients, faites votre dessin de votre choix. Soit un manguier ou bien soit à ta maison et chez toi. L'écoute musicale, on met la musique et on appelle les parents ou bien les patients à danser avec nous. Depuis sa création, l'établissement a déjà accueilli près de 8000 pensionnaires de différentes ethnies de la Côte d'Ivoire. À notre passage, le refuge hébergeait une vingtaine de personnes, dont 60% de jeunes filles. Il reçoit des malades en grande souffrance, parfois enchaînés. C'est le cas de Angèle Oulaï, 19 ans, allaitant un bébé de 2 mois. Elle est arrivée il y a 4 semaines, toute délirante, accompagnée par sa sœur. Les gens n'ont pas de génie. Nous sommes venus ici, ça fait 1 mois au lit. Quand elle faisait des dégâts, on l'a attachée. Elle se déshabillait seule. Maintenant, elle voit que ça commence à aller. Moi, mon souhait, c'est la guérison de ma soeur. Globalement, les malades qui arrivent ici présentent des troubles psychotiques avec un fond dépressif ou des épisodes aigus. Ils reçoivent des soins financés par leur famille et l'ONG. Le traitement peut être temporaire ou permanent. Mais l'essentiel des soins est porté sur la psychothérapie institutionnelle, ce qui fait la particularité du centre. La psychothérapie institutionnelle qui consiste d'abord à la libre circulation des patients. Ici, on n'attache pas les gens pour contenir un patient qui est agité, qui arrive. Même s'il arrive attaché, on lui enlève ses chaînes et puis on essaie de l'assister, le suivre un peu partout. C'est pourquoi vous voyez un peu le centre ouvert. Voilà, il y a une libre circulation. Les jeunes du village viennent ici pour échanger avec ces malades-là. Et ces malades aussi sont libres d'aller au village, participer même au match de football. Donc en tout cas, une cohésion entre les patients d'ici et les gens du village. Cette liberté de mouvement des malades dans le village n'effraie plus les habitants. Ils ont longtemps été sensibilisés. Quand les malades arrivent, nous on les accueille. Moi personnellement, ils sont nuit et jour avec moi ici. Ils ont besoin de quoi se nourrir. Si j'en ai un peu, je leur donne. On n'a pas peur d'eux, puisque ce sont les humains comme nous, ce sont nos enfants, nos parents. Et c'est nous qui allons faire pour qu'ils reçoivent la guérison. Il faut les accepter. Voilà un qui est assis à côté de toi-même. Donc, en le voyant, tu sais déjà qu'on collabore à tout moment. Elle est née à Trin-le-Diapi ici. Depuis l'hôpital là, ça nous aide. Tous ceux qui viennent se soigner ici, vraiment, et qui ici à la santé. On a des camarades parmi eux. Parce que nous, on ne sait jamais si demain ça peut nous arriver. C'est pour dire au gouvernement de Côte d'Ivoire qu'il n'a qu'à nous aider pour ne pas que l'hôpital va disparaître ici. C'est des gens qui ont besoin d'être guéris. Donc ici, on vit ensemble. Et comme ça, ils ne se sentent pas isolés, quoi. On doit récompenser ce village parce que ce sont eux qui donnent les premiers soins aux malades mentaux en les accueillant ouvertement. Voir tous les villageois se mettre au service des malades mentaux, une fierté pour Dié Simon Lamine, le chef de Diapleu. Un centre qui est ouvert à toute la population et quand même les gens sont guéris avant de quitter, qui viennent dire merci au chef de l'air que je suis. Vraiment, c'est ma grande fierté parce que je sais que mon village et moi apportons quelque chose à la population. Je demande à tout Ivoirien
Et si jamais il y a une personne qui est malade mentalement, qu'ils apportent à train de diable et qu'il n'ait pas peur, ici, nous faisons l'essentiel pour que ces personnes soient guéries. La santé mentale est le parent pauvre de la santé. Selon l'Organisation mondiale de la santé, près de la moitié de la population mondiale vit dans des pays où l'on compte en moyenne un seul psychiatre pour 200 000 habitants ou plus. En Côte d'Ivoire, la situation est alarmante. Selon le professeur Jean-Marie Yeo, directeur coordonnateur du Programme national de santé mentale, le pays compte 50 psychiatres. Pour une population estimée à plus de 29 millions d'habitants, inutile de faire le rapport, c'est le désert médical. En Côte d'Ivoire, on peut estimer à une cinquantaine de psychiatres actifs. De plus en plus, il y a un regain d'intérêt pour la formation en psychiatrie. Mais ce n'est pas véritablement suffisant pour sortir les maladies mentales de l'ombre, mais également aussi pour déconstruire les pesanteurs culturelles qui entourent les maladies mentales. Alors, l'une des choses est de pouvoir offrir des chiffres de prévalence nationale sur les troubles mentaux. C'est un défi. Ensuite, intégrer un modèle de psychiatrie communautaire dans le système de santé ivoirien. C'est-à-dire que avoir des personnes formées au niveau des communautés, pouvoir faire un travail d'explication, aider les populations et les sensibiliser aux questions en rapport avec les troubles mentaux. Pour le centre Victor Wally, qui veut bien souvent apporter son aide, les frais de soins font de grandes saignées dans le budget modeste de 5 millions de francs CFA par an. Alex Bichon, le président de l'ONG, plaide d'ailleurs pour un appui afin de donner une réelle chance aux malades mentaux de s'en sortir. Nous avons besoin de subventions pour d'abord améliorer les conditions d'accueil de ces patients qui viennent ici et puis aussi aider ces parents-là qui ont des malades chez eux mais qui n'ont pas les moyens. Et donc si on obtient une subvention de la part de l'État, on pourra étendre un peu nos actions d'autres zones qui sont un peu plus reculées. Et puis aussi mettre en place une cantine, ça on le faisait avant mais avec la crise, ça a tout emporté. Mettre aussi en place des métiers d'apprentissage pour réinsertion sociale. Le parcours de ce centre psychiatrique est jalonné de belles réussites qui poussent son premier responsable et ses collaborateurs à ne jamais abandonner le combat malgré tout. En quittant cette maison d'accueil, les quelques pensionnaires qui y sont encore espèrent franchir un jour les portes d'une autre vie meilleure. C'est ainsi que prend fin le grand reportage. À très vite pour un autre sujet.